Chers amis des coups de midi de la bibliothèque d'Erich Cler, et j'insiste sur le mot bibliothèque d'Erich Cler, qui nous accueille depuis 1998, donc nous sommes déjà à plus de 20 années, et mon invité aujourd'hui était un des invités de Feu Jacques de Decker. Il faisait partie des programmations que Jacques de Decker avait déjà faites, voulant saluer le roman, le premier roman de Serge Quadbach, L'affaire Ruspoli, dont j'ai grand plaisir à accueillir l'auteur pour que nous puissions échanger à propos de ce roman. Peut-être tout d'abord quelques mots pour vous présenter qui orienteront ensuite la conversation. Vous êtes journaliste au départ, et votre premier roman est un roman qui met en scène un journaliste. C'est un personnage de fiction, c'est le narrateur, un journaliste que vous avez un peu transformé et au début du roman un peu caricaturé. C'est un peu un personnage qui n'est pas un brillant journaliste, qui est plutôt un journaliste de faits divers, qui est plutôt... Et ce choix vous a permis de mettre un personnage en recherche d'une énigme de l'histoire contemporaine qui est liée à l'affaire Ruspoli, qui est liée à l'occupation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma première question est: quelle est la démarche qui vous a conduit à passer du journalisme, parce que vous auriez pu faire un essai sur le sujet que vous avez traité, d'utiliser la forme romanesque? Alors, tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, je suis journaliste et je ne suis pas historien. Et donc très rapidement, malgré l'accumulation de données historiques, parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour ce roman, on pourrait se dire, tiens, là il y a un travail d'historien à faire, mais comme je ne suis pas historien, je n'ai pas les codes. Je suis un simple journaliste, comme ce narrateur qui est dans mon livre. Et donc voilà, je n'avais pas la prétention de faire quelque chose qui contenait tous ces codes d'historien que je n'avais pas. Et en plus, il m'apparaissait assez évident dès le démarrage que de faire un travail d'historien aurait peut-être rendu la chose trop abrupte, trop rêche, trop rugueuse, alors que là, il y avait une histoire qui, me semblait-il, regorgeait d'humanisme, de quelque chose de très humain, de très émouvant d'ailleurs aussi, et de quelque chose où il y a des choix doivent être faits. Donc cette partie humaine aurait sans doute manqué si jamais on en a fait un travail d'historien. Et donc je me suis dit, tant mieux, prenons ce sujet et faisons-le un peu à ma manière, et tellement à ma manière que j'en ai fait du narrateur un journaliste à la petite semaine qui, pour la petite histoire, est moi-même, il y a 20 ans, au moment où j'ai moi-même lancé une carrière de journaliste, alors que je suis ingénieur civil physicien à la base, et que je visitais, fin des années 90, le château de Senef, justement. J'allais voir l'opéra de Renaud de Putter, qui était un ami à l'époque, dans le petit château, dans le petit théâtre qui est derrière le château, qui est très beau. Et c'est là que j'ai découvert en fait cet environnement très romantique, et en même temps cette histoire complètement dingue que je raconte ici dans ce livre. Alors l'histoire, on va en dire deux mots pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent mais qui n'ont pas encore lu le livre. Est-ce que je peux vous demander d'en faire le pitch, comme on dit, et de ne dire que ce que vous souhaitez que l'on sache sur ce roman dont, rappelons-le, le socle historique est l'occupation nazie, en particulier l'occupation à Senef, et qui met en scène une des protagonistes historiques aussi, qui est l'ambassadrice d'Italie à Bruxelles. Qui n'est pas ambassadrice, mais qui est attachée à l'ambassade. Qui est mariée en fait à un Italien, Ruspoli, une Belge, une princesse, qui est devenue princesse par son mariage, mais qui au départ est comtesse du marquisat des Vandernoot d'Ask, le marquisat d'Ask, qui est une des grandes familles patriciennes de Belgique. Et donc elle est comtesse par sa famille, et elle a épousé un Italien, le prince Ruspoli, qui était à l'époque en Belgique, à Bruxelles, attaché à l'ambassadeur d'Italie en Belgique, et qui, par ce fait-là même, se retrouvait en fait à la fois belge
occupés, mais en même temps alliés à des Italiens qui étaient eux-mêmes alliés aux Allemands, et donc de l'autre côté de la barrière. Et donc c'est cette ambiguïté que cette comtesse, princesse, devenue princesse Élisabeth Ruspoli de par son mariage, cette ambiguïté qui est assez remarquable et qui lui a fait faire en fait des choses un peu, je veux dire, entre les deux. On a accusé après la guerre d'être quelqu'un qui avait frayé avec l'ennemi, alors qu'en fait, dans les faits, et c'est ça que j'ai découvert, elle a beaucoup participé à soulager la population belge. Et donc c'est toute cette histoire de cette femme qui, par son entre-gens, sa façon aussi très très libertaire presque de sa vie, lui a permis en fait de côtoyer les Allemands, et notamment Alexander von Falkenhausen, qui était lui-même celui qui dirigeait en fait l'occupation allemande en Belgique et dans le nord de la France, gouverneur militaire, et avec qui ils se sont vraiment fort rapprochés, à un tel point, dit-on, que elle était devenue la maîtresse d'Alexander von Falkenhausen. Je l'évoque rapidement, mais ce n'est pas ça l'intérêt, l'importance du récit, mais c'est pour le dire à quel point ils étaient très proches. Et par ce fait-là, par cette proximité-là, ça lui a permis d'aider en fait beaucoup de personnes, de citoyens belges, de citoyens lambda, pour éviter des camps en Allemagne, pour éviter parfois des condamnations en prison, pour libérer plus rapidement des condamnations. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas toucher, évidemment, tout ce qui était la question juive, elle n'a jamais pu toucher cette question-là, puisque c'était quelque chose qui était décidé de Berlin, de manière assez radicale. Mais elle a aidé les gens. Et ici, l'histoire, en fait, reprend une petite histoire qui a réellement existé, qui était sur un citoyen belge qui s'appelait Joseph Barthélemy. Or, ce Joseph Barthélemy, elle n'a pas réussi à le sauver. Et j'ai retrouvé en fait une lettre de la maman de Joseph Barthélemy qui lui a demandé de l'aide. Et il est marqué de sa main, de la main de la princesse Ruspoli, il est marqué « Je n'ai pas pu l'aider, déjà envoyé en Allemagne », malgré le fait qu'elle ait quand même essayé d'intervenir en sa faveur, mais n'a pas pu l'aider. Et j'ai imaginé une histoire autour de cette petite histoire. Et donc cette partie-là est exacte. Cette partie-là, vous l'avez découverte dans les archives, parce qu'il y a toute une bibliographie d'archives. Donc cet élément-là est un élément qui appartient aussi à l'histoire. Absolument. Et j'ai pu retracer un petit peu l'histoire de ce Joseph Barthélemy. Évidemment, comme c'est un inconnu, un quidam, jamais personne ne s'est intéressé à ce personnage, mais j'ai quand même pu trouver quelques éléments qui m'ont permis d'échafauder cette histoire et de trouver en fait vraiment la raison quelque part pour laquelle elle n'était pas arrivée à le sauver. Raison que j'explique évidemment. Et ce qui permet aussi alors d'adopter le point de vue de ce journaliste, parce que peut-être qu'il faudrait préciser que dans la construction du roman, il y a différents modes littéraires, je dirais, différents moyens de raconter l'histoire. Le premier est la narration romanesque proprement dite, avec le narrateur qui est ce journaliste, qui part à la recherche de la vérité concernant l'impossibilité pour Élisabeth Ruspoli de sauver monsieur Barthélemy, le résistant Barthélemy qui a été envoyé en Allemagne. Il y a par ailleurs, outre ce roman qui est ce fil narratif qui est la base de l'histoire, il y a aussi des extraits de pièces de théâtre qui sont joués dans ce petit théâtre que vous évoquiez. Et puis il y a aussi des extraits des archives officielles, des jugements qui ont été rendus après-guerre, notamment du procès qui a été intenté à Alexander von Falkenhausen. Comment est-ce que chacun de ces éléments vous permet d'apporter un éclairage sur l'histoire, la partie historique de l'histoire et puis la partie romanesque de l'histoire? Alors, je voulais vraiment, donc je le disais au démarrage, je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose, qu'on soit, le lecteur soit au plus proche de l'histoire et ressente vraiment les vibrations émotionnelles des protagonistes. Et donc c'est pour ça que j'ai imaginé cette narration en strates. Alors d'abord le journaliste lui-même, le narrateur, quelque part il ne part pas enquêter sur, ça lui tombe dessus. De quelque part c'est quelque chose qu'il n'avait pas envie spécialement, mais on l'envoie là voir cette pièce de théâtre qui raconte cette histoire de la princesse Ruspoli, mais en fait lui, ça lui est tombé dessus quelque part, et il se rend compte petit à petit que cette histoire en fait est beaucoup plus proche de sa propre histoire à lui que ce qu'il n'avait jamais imaginé et qu'il n'avait jamais cru, parce qu'on lui a caché en fait
dans son propre passé des choses. Il y était impliqué personnellement. Il y était impliqué il y a un secret de famille, il y a un secret de famille qui est là autour de lui, et quelque part on l'a amené à devoir enquêter sur cette chose, mais il ne le découvre que plus tard, et donc je ne vais pas évidemment livrer les secrets de cette... Ça c'est la partie narrative. La partie en fait de la pièce de théâtre, donc le narrateur va voir une pièce de théâtre effectivement, et cette pièce de théâtre reprend tous les protagonistes de la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a la princesse Ruspoli, il y a Alexandre von Falkenhauz, et tous ceux qui ont gravité autour de ce couple un peu étonnant, un peu hors du temps par rapport à la guerre qui se tramait autour d'eux. Et donc c'est ça que j'ai mis en scène avec les protagonismes de l'époque. Et donc le lecteur se retrouve alors du coup à ce moment-là à l'intérieur de cette histoire-là, mais donc dans le passé, au plus proche des événements. Et là j'ai été vraiment extrêmement rigide avec moi-même. J'ai voulu vraiment reconstituer des passages, des moments, des interactions entre les personnages sur base en fait de toutes les archives que j'ai pu obtenir. Et donc ces dialogues qui sont là à l'intérieur dans ces pièces de théâtre suivent au plus près, je ne pouvais pas aller plus loin, les interactions des personnages les uns avec les autres. Et donc évidemment les dialogues je les ai inventés, mais j'ai essayé de retravailler sur le style, de la façon dont Falkenhausen par exemple parlait, parce que j'ai eu son livre, son autobiographie que j'ai lu évidemment et que j'ai consulté régulièrement en écrivant ce livre. Et donc là j'ai essayé de reconstituer sa manière de parler, qui était d'une manière assez aristocratique évidemment. Et donc ces dialogues là sont construits vraiment pour essayer d'être trop plus proches des dialogues de l'époque. Et alors troisième phase narrative, en essayant évidemment d'être le moins artificiel possible, j'ai intégré à la manière des documentaires de la BBC, où on a ces jeux en fait d'acteurs, et puis on revient en fait sur le narrateur, le présentateur qui vient en fait commenter ce qui s'est passé dans les scènes jouées. Eh ben, ces extraits en fait du procès de Falkenhausen, notamment, enfin en grande partie du procès de Falkenhausen, où il parle de la princesse Ruspoli, de quelques notes de la princesse Ruspoli elle-même, où elle décrit en fait ce qui se passait, et d'autres protagonistes évidemment de cette histoire qui ont dû témoigner, parce qu'il y a eu ce procès après la guerre, et ça c'était ma chance, c'est que j'ai pu voir en fait leur façon de voir les choses, et évidemment il fallait décrypter ce procès, parce que dans ce procès chacun joue son rôle, et donc il a fallu un peu atténuer les interventions des uns et des autres. Alors peut-être préciser que ce procès, c'est le procès de von Falkenhauz, qui était par ailleurs profondément anti-nazi. Il a été partie prenante de l'attentat de juillet 1944 contre Hitler, un attentat qui n'a pas pu aboutir, mais il était quand même dans sur la sellette du côté des nazis. Et dans son procès, il a défendu ce dont on a accusé la princesse Ruspoli, ce qui vous permet de réajuster aussi, de rétablir un peu la vérité concernant les allégations qui portaient sur la princesse. Tout à fait. Effectivement, quand dans mes recherches, j'ai pu voir en fait, je voyais d'où venaient en fait ces accusations, des choses complètement farfelues, comme le fait qu'ils allaient chaque semaine à Paris dans un hôtel luxueux pendant que la guerre sévissait à l'extérieur, et puis ils faisaient la belle vie. C'est faux. Ça c'était un bruit qui a été colporté par Egert Trader, qui était le collègue le plus proche de Falkenhausen, pour justifier le fait que c'était sur lui que tout retombait, que Falkenhausen allait vivre la belle vie avec son ami. C'était faux, ça a été colporté pendant le procès. Et donc ça, il a fallu en fait rectifier. C'est pour ça que je dis ces témoignages du procès, il a fallu en fait les réajuster en fonction de ce que on savait de l'histoire globale, de ce que j'ai pu obtenir d'autres recherches. Et donc c'est ça, tout le fil ténu qu'il a fallu suivre en fait pour pouvoir aller au plus proche de ce qui s'est réellement passé et faire le procès. C'est pour ça que j'ai appelé cette affaire l'affaire Ruspoli, même s'il n'y a pas eu de procès contre Ruspoli, parce que pour moi c'était une affaire, puisque justement ce procès n'a pas eu lieu. Quelque part je le fais un petit peu ici, où je défends, j'attaque ou je défends, j'essaie d'être nuancé, les différents protagonistes. J'aimerais qu'on revienne sur cette dimension pièce de théâtre dans laquelle vous mettez en scène les personnages. Qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre sur les personnages, le fait de devoir leur redonner la parole sous cette forme-là d'un échange dans une construction de pièces de théâtre? Est-ce qu'on approche mieux la psychologie
d'un personnage comme von Falkenhausen en le refaisant parler Je crois que c'était, ça me forçait quelque part à recréer les choses et aussi à me mettre dans la peau des personnages. Et le fait de créer des dialogues, c'est d'essayer de voir, mais tiens, sur une simple, voilà, une phrase, quelque chose qui interpelle un autre protagoniste, ben, je me mets du coup dans la peau de l'autre protagoniste, je me demande comment je réagirais là-dessus par rapport à cette réflexion et par rapport aussi à tout ce que je savais des personnages. Et c'est pour ça que cette lecture préalable était terriblement importante, parce que je me mettais à la place des personnages, évidemment, en tant qu'auteur j'ai la liberté de le faire, mais je devais quand même suivre aussi les parties prenantes, et quelque chose qui m'a rassuré a posteriori, après que le livre ait été publié, j'ai envoyé ce livre à différentes personnalités qui ont été proches des gens que j'ai décrits dans le livre, et à chaque fois j'ai eu ce retour où on me disait, j'ai reconnu en fait les personnes que vous citez dans le livre, que j'ai connues. Je pense au comte Maurice Lippens, qui a été très proche d'une des protagonistes de ce livre, protagoniste malheureuse, puisque c'était sa tante qui est décédée dans les camps de concentration, qui était proche de la princesse Ruspoli par ailleurs, que je décris dans mon livre. Maurice Lippens m'a dit, j'ai cru les voir revivre, parce qu'il les a très bien connus, tous ces gens-là. Donc ça c'était assez émouvant, parce que je me suis dit, et j'ai aussi eu la famille Ruspoli. Mais là vous avez rencontré la famille Ruspoli avant d'écrire le livre? Avant d'écrire le livre, oui. Ah oui, c'est ça, parce que vous avez... il faisait partie de votre enquête. Voilà, pas oui, seulement après coup qu'ils ont réagi. Totalement partie de mon enquête, parce que je devais avoir évidemment le point de vue il restait 2 enfants en vie qui sont décédés maintenant entre-temps, et que j'ai été rencontré, et pendant de longues heures, j'ai posé toutes les questions que je pouvais poser, donc là j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'ils ont vraiment ouvert leurs souvenirs. Le cadet ne se souvenait plus trop, parce qu'il était vraiment très jeune, mais le puiné, donc le deuxième était lui beaucoup plus précis dans ses souvenirs. Il était adolescent à l'époque, et c'était extrêmement instructif pour moi, parce qu'ils m'ont vraiment donné beaucoup de la personnalité de leur mère, et aussi les souvenirs. Par exemple, c'était Edouard qui me disait il y avait beaucoup de coups de téléphone à la maison, de toute personnalité, de toute nationalité différente, des Allemands. Elle parlait allemand, ça je l'ai découvert évidemment, je ne pouvais le savoir que si jamais je parlais aux enfants. Donc c'était des petites anecdotes, des petites choses, des petites touches comme ça qui me permettaient de mieux connaître leur maman, et donc de mieux approcher sa personnalité. Et après ce livre, ils m'ont dit, ben voilà, oui, là, on a retrouvé votre maman, vous avez vraiment pu la toucher au plus près, quoi. Et ça, c'est quelque chose d'assez émouvant, parce que, quelque part, je me suis engagé là-dedans, et à plusieurs reprises, je me suis dit, est-ce que il n'y a pas du voyeurisme là-dedans? Est-ce que je ne suis pas trop dans l'intimité de quelqu'un? Surtout que j'avais côtoyé, j'avais vu les enfants de cette personne-là, et je me suis souvent dit, tiens, est-ce que je ne fais pas quelque chose une préoccupation que j'ai moi-même dans mon métier de journaliste, quand je fais du reportage, où on est là à essayer de rentrer dans le quotidien des gens, et à essayer de refléter au mieux leurs problématiques. C'est la même chose ici. À plusieurs moments, je me suis dit, là, je vais trop loin. Je suis trop proche. Et donc, j'essaye toujours de garder quand même une certaine distance. Mais après coup, cette reconnaissance des auteurs, enfin des proches des protagonistes m'a vraiment réconforté, et ça m'a soulagé très fort. Revenons sur la chronologie du travail préparatoire. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, après avoir été à la Ségué-Soma, le centre d'études de la Deuxième Guerre mondiale, après avoir interviewé les personnes de la famille de la princesse Ruspoli, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit, voilà, maintenant je suis prêt à me lancer dans le roman, ou est-ce qu'au fil de l'écriture du roman, vous continuiez à avoir ces doutes, justement, est-ce que là, non seulement, est-ce que je ne risque pas d'être voyeur, mais est-ce que je ne me fourvoie pas pour reconstituer une histoire qui, par ailleurs, a été une histoire qui a été vécue par des protagonistes réels? Alors, c'est une question intéressante, parce qu'elle m'a posé problème, cette question. Donc effectivement, j'ai d'abord constitué suffisamment de mon dossier, donc j'ai constitué un savoir de cette situation pour pouvoir me dire, je peux me lancer, là je peux y aller, j'ai suffisamment l'image complète, je peux faire retracer en fait le récit.
Et j'avais commencé en fait en me disant je vais me mettre au niveau de l'époque. J'ai commencé à écrire au niveau de l'époque. J'étais arrivé quasi à un tiers de ce que j'ai pu livrer aussi ici. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui est difficile, je n'y arrive pas. Et puis j'ai été voir un ami, un voisin, qui est très, très littéraire. Il m'a dit, il a lu les premières pages, il m'a dit, poubelle, ça ne fonctionne pas. J'étais un peu heurté évidemment, il me dit, et c'est lui qui m'a dit, mais tiens, mets-toi en scène. Mets-toi en scène simplement. Et c'est là où l'idée du narrateur m'est apparue. Il me dit, tu as récolté suffisamment de données, quelque part, utilise en fait cette récolte de données, cette enquête que toi-même tu as fait, et tu la mets dans ton roman. Et je me suis dit, tiens, c'est une idée intéressante parce qu'il y a une sorte de mise en abîme, évidemment très très puissante. Et en même temps, ça a dû vous libérer des scrupules que vous aviez, mais aussi ça vous a permis peut-être de... on sait la difficulté qu'il y a lorsqu'on raconte un événement historique à se mettre dans la position de celui qui a raconté la position de celui qui ne sait pas ce qui va suivre dans l'histoire. En utilisant le journaliste contemporain comme personnage, vous pouviez adopter cette attitude-là, de dire vous savez ce que ça a donné par la suite, vous savez quel a été le destin de von Falkenhausen et de Ruspoli, donc vous pouviez avoir une liberté plus grande alors. Ça me permettait, par souvenir de ce qui m'était arrivé pendant mon enquête, évidemment il ne m'est pas arrivé tout ce qu'il arrive à ce pauvre narrateur, mais j'ai eu des moments difficiles, donc je relate un peu ces moments où on échafaude en fait quelque part l'histoire au fur et à mesure des choses qui nous apparaissent. Par exemple, le moment où je suis arrivé au CGS, CG Soma, dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ce grand bâtiment plein d'archives de la Seconde Guerre mondiale, je suis tombé sur ces dizaines de lettres qui ont été écrites par des quidam citoyens belges pour remercier la princesse de toutes les démarches qu'elle avait faites pour eux. Pour les avoir sauvés ou libérés du travail obligatoire, voilà, pour qu'on restitue... Voilà, exactement. Il y en a qu'elle n'a pas pu sauver, mais effectivement, les remerciements, c'était, ou bien même des remerciements, vous avez fait ce que vous avez pu, on a vu, malheureusement, et c'était simplement des lettres de suivi aussi. Nous n'avons pas pu, notre fils est parti, et voilà, vous n'avez rien pu faire, mais nous vous remercions pour toutes les démarches que vous avez entreprises. Ce moment-là est un moment extrêmement émouvant, terriblement émouvant, parce que je ne savais pas que j'allais tomber sur ces lettres. Je savais qu'il existait des lettres, mais il y en avait tellement, que c'est un moment extrêmement fort. J'ai repensé à un peu cette émotion que dans La liste Schindler, ce film de Steven Spielberg, a quand il peut commencer, on sent cette montée d'émotion dans le film où il se rend compte qu'il peut sauver de plus en plus de gens. J'ai retrouvé un peu cette émotion en me disant mais c'est incroyable, toutes ces lettres, c'est fou. Et je les lisais les unes après les autres. C'est des moments de vie, des tranches de vie qui sont excessivement émouvantes. Et donc ce moment d'émotion ne transparaît pas tel quel dans le livre, mais c'est un moment fort dans le livre, au moment où il voit en fait, l'auteur, le narrateur voit ces choses apparaître devant lui, et quelque part, cette évolution du narrateur, je l'ai suivi moi-même, avec évidemment tous ce qui lui arrive, mais enfin, il y a eu ces moments de charnière en fait dans l'enquête, se retrouvent quelque part indirectement dans le livre également. Vous y avez fait allusion, tout ce qui arrive à votre personnage de journaliste-narrateur ne vous est pas arrivé pendant l'enquête, parce que vous avez choisi de faire vraiment de ce personnage de journaliste-enquêteur un véritable protagoniste, je dirais presque au niveau intime et familial, des événements qui se sont produits et dont les protagonistes historiques sont la princesse Ruspoli et von Falkenhausen. Alors comment est-ce que ce processus-là s'est passé pour finalement en faire un vrai personnage romanesque? Le livre peut se lire aussi comme un roman d'aventure, comme un thriller d'enquête historique. Et oui, parce que en lisant d'autres choses sur la Seconde Guerre mondiale, il apparaît en fait qu'aujourd'hui encore, et ça je m'en suis vraiment rendu compte, tout n'a pas été dit. Il y a énormément de tranches de vie qui sont restées cachées de ce qui s'est passé. J'ai une amie en fait qui a enquêté sur une amie anglaise en fait qui a enquêté sur le destin tragique, la mort d'un de ses compatriotes de l'époque dans une bourgade en France.
Et elle a voulu écrire un livre, mais c'est vraiment un livre avec ses moyens, c'est-à-dire qu'elle a simplement relaté ce qu'elle savait de ce personnage-là. Mais pour cela, elle est allée dans la bourgade française, elle a été interrogée, en fait, les différents personnages, et s'est rendue compte, l'omerta, qui continue à persister aujourd'hui encore sur la destinée de cet Anglais. Elle sentait qu'il y avait énormément de non-dits, en fait, dans tout ce qu'on lui racontait. Donc ça, c'était quelque chose qui m'a marqué quand elle m'en a parlé. Et je m'en suis souvenu, en fait, au moment où j'ai écrit ce livre. Tout ce qui arrive au personnage lui-même, je l'ai inventé, mais je ne l'ai pas vraiment inventé parce que ce sont des choses qui sont totalement plausibles. Voilà. Et d'ailleurs, certains personnages de la vie du narrateur même sont inspirés de personnages réels d'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc c'est ça qui est assez, qui montre, enfin, qui font en sorte. J'avais vraiment envie de ça. J'avais pas envie de me baser uniquement sur mon imagination qui, ma foi, est assez friable. Et c'est mon premier roman, donc je n'avais pas encore trop confiance en cette imagination. Et donc je me reposais sur des faits réels pour être sûr que ce que je racontais là-dedans était totalement plausible. Et ça, c'était vraiment important pour moi. Alors le fait que ça soit plausible ajoute aussi, à mes yeux, mais là c'est une impression de lecteur, le fait que même si ce n'est pas dans mon souvenir de lecture, parce que je l'ai lu à plusieurs reprises le roman, mais il y a déjà quelques mois, puisqu'il est sorti il y a quelques mois, je n'ai pas le souvenir que soit explicitement décrit l'ambiance que représentait l'atmosphère de l'occupation, l'atmosphère de cette année 1943, que ce soit à Senef ou à Bruxelles, à la résidence de l'ambassade d'Italie. En revanche, on le ressent très fort par la manière dont cela est reflété dans l'attitude des personnages, notamment du personnage de fiction du narrateur, mais aussi dans la manière dont les dialogues de théâtre permettent d'évoquer le monde en dehors de la scène de théâtre. En fait, il apparaît que les scènes à Senef sont des scènes justement, ce que je l'ai dit au début, c'est en dehors de la guerre. Donc c'était vraiment un îlot de paix que Falkenhausen avait voulu installer. Il était en train de rénover d'ailleurs le bâtiment. Il avait des plans avec, c'était le cousin, c'était un von Moltke qui était donc une autre famille importante d'aristocratie allemande, d'ailleurs dont l'un des membres était dans la résistance également, qui était chargé de faire tous les plans pour reconstruire en fait ce château. Donc lui-même avait envie de faire de ce château une résidence secondaire pour échapper en fait au quotidien horrible de la guerre, et donc se ressourcer quelque part, et il a emmené là-bas ses amis, dont la princesse Ruspoli. Et donc ce sont des moments évidemment qui ne peuvent pas trop refléter le quotidien des Belges durant la période de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont plutôt des moments intimes, mais qui évidemment parlent de ce qui se passe à l'extérieur, mais c'est une bulle, ça ne reste qu'une bulle ce qui se passait à Senef. Évidemment, les personnages qui y venaient, et vous avez évoqué le projet d'attentat contre Hitler en 1944, auquel Falkenhausen n'a participé que de loin, ça il faut quand même le signaler, mais les premières réunions qui ont finalement abouti à cet attentat se sont tenues à Senef. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, qui n'est renseigné nulle part. J'ai vraiment découvert ça pendant mon enquête. Les premières réunions se sont faites sous la houlette de Falkenhausen, qui était proche de tous ceux qui étaient anti-nazis. Et donc, il venait en fait tous des gens qui ont notamment participé au projet d'attentat, notamment Ulrich von Hassel, qui était un ancien diplomate allemand, qui est venu, von Moltke, lui-même aussi, dont je viens de parler. Toutes ces personnalités-là sont venues au château pour élaborer un plan d'assassiner Hitler. On est vite arrivé à ce projet d'assassinat, mais le débat a commencé en fait à Senef. Et donc c'est ça qui montre en fait l'aspect extérieur dont vous parlez. C'est à ce moment-là que ça apparaît en fait. Alors vous aviez évoqué, lorsque vous évoquez les recherches que vous avez faites, et notamment la rencontre avec cette personne qui avait subi une sorte d'omerta dans l'enquête qu'elle faisait en France sur une situation pas comparable, mais où, en fin de compte, une collectivité était impliquée ou était témoin d'événements historiques importants. Est-ce qu'à Senef, vous avez été en contact avec aujourd'hui des personnes qui auraient pu avoir une implication, quelle qu'elle soit,
à l'intérieur de cette histoire-là. Non, Senef est vraiment pris pour le château. Il s'y passe l'histoire que je raconte avec le narrateur, qui est, je l'ai dit, une histoire inventée, même si elle se base sur des choses plausibles, et que j'ai rassemblée à Senef pour les besoins simplement du roman. Il fallait qu'il y ait une unité d'endroit quelque part. Ça, c'était important. Mais donc, non, je ne suis pas allé à Senef. Alors, chose assez étonnante, je ne suis pas retourné non plus à Senef au temps de l'écriture. J'ai donc travaillé beaucoup sur mes souvenirs et je me disais, je préfère ça. Je préfère ça parce que mes souvenirs sont plus à la fois honnêtes sur l'émotion que j'ai eue en y allant, plutôt que d'y aller vraiment de manière assez, encore une fois, brutale, en allant essayer de trouver tel ou tel aspect des choses à l'intérieur du château, etc. De toute façon, la partie où vivait Falkenhausen et la princesse Ruspoli, c'est une partie qui a été détruite. Donc elle n'existe plus, cette partie-là, donc je n'avais pas un besoin fondamental de retourner sur place pendant l'écriture de ce livre. Et donc voilà, à Senef, non, il ne s'est pas passé. J'ai été voir, je me suis quand même renseigné pour voir s'il n'y avait pas une histoire qui aurait pu m'inspirer sur place et que j'aurais simplement recollé les deux morceaux. Mais non, il s'est passé des choses. J'ai trouvé certaines choses qui sont passées à l'époque, mais d'Omerta à Senef, non. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît. D'Omerta ou de témoignages qui auraient pu vous surprendre, vous apprendre. Parce que finalement, lorsqu'on fait des recherches pour un roman dans le cas d'espèce, ou bien pour un essai, ou bien pour un travail d'historien, comme vous l'avez été avec les lettres que vous avez découvertes, on peut être surpris par des événements que l'on n'avait pas prévu d'intégrer dans le roman, dans l'imagination, ou que l'on n'avait pas imaginé pouvoir retrouver. Et ici, ça a été le cas. Est-ce que, en tant que romancier, cette fois-ci, au moment de l'écriture du roman, vous avez mieux compris ce qu'étaient les personnalités des figures historiques que vous évoquez? Est-ce que par rapport à une démarche de journaliste que vous auriez pu avoir, est-ce que la démarche du romancier permet d'aborder de manière différente la complexité des êtres comme Falkenhausen ou Ruspoli ou d'autres figures historiques? Qu'est-ce que la démarche romanesque apporte par rapport à la démarche journalistique dans cette compréhension de ce qu'est un individu impliqué dans une partie de l'histoire? Eh bien, c'est en fait pas tellement différent que la démarche journalistique dont je parlais, notamment dans les reportages. J'ai été, par exemple, un reportage qui m'a fort marqué, c'est quand je suis allé à Cleveland pour enquêter sur le phénomène des subprimes. À l'époque, c'était des familles entières qui étaient mises à la porte, et c'était un long reportage que j'ai réalisé là, pour lequel d'ailleurs j'ai eu 2 prix. Ça m'a tellement fort pris que j'ai donné toute cette émotion dans ce reportage. Et c'est en repensant notamment à ce reportage, je suis allé aussi par exemple en Grèce où il y a eu la crise économique, je suis allé souvent à Athènes. C'est quelque part, en allant voir ces personnages-là, ces personnes du terrain, on est perméable à leurs émotions. Et c'est cette perméabilité qui nous permet, nous journalistes, d'essayer de transcrire de manière la plus honnête possible ce que ces gens vivent sur place. Et c'est là où il y a toute la frontière est très, très floue entre le voyeurisme et la volonté honnête de dire quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fort préoccupé dans mon métier de journaliste de reportage. C'était d'être vraiment, de ne surtout pas être voyeuriste et de ne surtout pas aller chercher, voilà, je veux absolument quelqu'un je ne sais plus qui disait en Afrique, il faut quelqu'un qui soit violé, qui parle anglais, etc. Non, c'était pas du tout mon intention. J'y allais avec mon humilité. Ça, c'est quelque chose, j'insiste chaque fois quand je vois des gens, je veux simplement avoir un témoignage qui me permet d'être le plus proche possible de la réalité. Et donc, quelque part, l'idée d'un roman est d'approcher en fait des gens aussi historiques et morts soient-ils. C'est la même démarche. C'est-à-dire que si j'approche la princesse Ruspoli, si j'approche Alexander von Falkenhausen, c'est pour aller voir d'aller toucher leur peau quelque part, d'aller toucher leur propre intérieur, essayer d'aller le plus proche possible d'eux en étant le plus honnête possible par rapport au rendu que je peux donner par rapport à leur être en eux-mêmes. Et c'est amusant parce que j'étais à un tel point impliqué dans le personnage d'Elisabeth Ruspoli, qui était la personnage peut-être la moins facile
à approcher, parce que je n'avais que des témoignages indirects, j'avais des témoignages de la famille, mais Alexander von Falkenhayn, j'avais son livre, j'avais quelque chose de beaucoup plus fort, puisque dans son livre, il a mis beaucoup de lui-même. Elisabeth Ruspoli n'a rien écrit, donc il fallait vraiment y aller. Et je me suis tellement approché d'elle que j'en rêvais. Je rêvais la nuit. J'y pensais, mais constamment. Elle m'habitait complètement pendant toute l'écriture de ce livre. Je me sentais à un tel point proche que quand j'en parlais à ses enfants et petits-enfants, je l'appelais Elisabeth, sans le faire exprès. Je dis, Elisabeth, elle est, votre maman, votre grand-maman. Je devais chaque fois un peu me discipliner pour ne pas dire Elisabeth, je me sentais tellement proche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, était important. Peu importe ce que ça donnait à l'extérieur, je crois que c'est la manière la plus honnête d'être, et je crois que le ressenti du lecteur par rapport à ça devra être honnête également. C'était important pour moi, simplement. C'était déjà très important. Alors, je n'ai pas lu, et je le regrette en vous entendant parler, le reportage que vous avez consacré au subprime et vu à travers les familles qui en étaient victimes de cette crise des subprimes. Mais vous avez utilisé le mot émotion. Est-ce que ce n'est pas ce mot-là qui justement évite le voyeurisme d'une part et permet au romancier d'être aussi sincère que le journaliste peut être objectif, qui a cette part-là qui ajoute cette dimension humaine à la démarche, que ce soit du romancier ou que ce soit du journaliste. Oui, c'est vraiment, c'est plus que l'émotion, c'est l'empathie en fait. C'est vraiment essayer de comprendre l'autre. Je crois que c'est vraiment très important, et surtout de le faire avec, encore une fois, de l'honnêteté. Je viens de participer comme juré en fait dans le prix Belfus, qui était le prix le plus prestigieux en Belgique francophone, en Belgique de manière générale. Et il y avait un des articles qui reprenait une des victimes du Covid, là, on ne peut pas y échapper. Et c'était excessivement larmoyant. Ouais. C'est terrible parce que le lecteur le voit, même le lecteur honnête ne peut pas être en empathie avec ça, parce qu'on sent que le journaliste lui-même n'a voulu que de faire du larmoyant. Ça ne peut pas fonctionner. Et donc, en tant que journaliste, je crois que le lecteur ne peut pas adhérer, même de manière inconsciente, ne peut jamais adhérer à un projet qui n'est là que pour faire du larmoyant, du pathos. Ici, c'est pareil pour le romancier. Donc, j'ai pas vu énormément de différence entre le travail ici et le travail que je fais au quotidien. C'est quelque chose qui, pour moi, est important, et il faut qu'il y ait cette frontière, effectivement, pour ne pas écrire pour écrire, se regarder écrire, c'est quelque chose d'horrible. Et ça, je crois que les gens, en tout cas c'est mon métier, puisque je suis rédacteur en chef adjoint de l'Écho, mon métier de relecteur, quelque part, les articles que je relis, ce sont des pièges que je dénonce immédiatement et je renvoie la copie, parce que pour moi c'est horrible de voir que le journaliste se met en scène, montre son jugement et se voit écrire quelque part. Il se dit, je vais rajouter quelques fioritures à mon écriture pour faire semblant que j'écris bien. Mais c'est artificiel, ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment vital. Pour le journalisme et à mon avis, pour le romancier aussi. Il me semble qu'apparaît aujourd'hui dans des MOOC, comme on dit, ou dans des nouveaux types de publications, une forme de journalisme littéraire qui s'apparente un peu à ce qu'Albert Londres faisait naguère. Ce n'est pas une nouveauté, mais c'est un phénomène que l'on peut constater plus souvent dans des publications différentes. Est-ce que vous avez, vous, l'impression qu'après avoir écrit ce roman, le premier roman, votre écriture en tant que journaliste s'est modifiée, ou votre manière d'approcher une réalité dont vous devez témoigner en tant que journaliste se modifie par l'écriture? Peut-être. C'est le reportage, encore une fois, qui est le plus, qui est vraiment quelque part entre les deux. C'est le reportage. C'est quoi? C'est un texte long, souvent. Et on a besoin de prendre le lecteur dès la première phrase. La première phrase est la plus importante, parce qu'il faut interpeller le lecteur. C'est comme on dit souvent, la première phrase d'un livre, c'est qui emmène. Et après, si jamais après une page on n'est plus intéressé, on quitte le livre. C'est extrêmement dur, mais c'est comme ça. Idem pour le reportage, c'est pareil. On a là en fait parfois un format double page, 3 pages, 4 pages. Si jamais on ne tient pas le lecteur de début jusqu'à la fin, on le perd évidemment, ça c'est logique. Et donc c'est ce reportage, ce format long là qui m'a permis de me dire, tiens, je pourrais avoir la prétention
d'écrire un livre. J'ai d'abord écrit des nouvelles, pas mal de nouvelles, pour voir si j'étais capable de tenir, en fait, donc c'est déjà un peu plus long qu'un reportage, pour voir si j'étais capable de tenir jusqu'au bout. Et ces nouvelles-là, c'était de la pure fiction, ou bien c'était aussi... pure fiction, totalement pure fiction. Vous testiez aussi la capacité d'imaginaire. Oui, voilà, ça c'était vraiment de la pure fiction, mais quand même basé sur des choses que je disais, hein, mais c'est vraiment de la pure fiction, effectivement. Mais ici, c'est le deuxième projet de roman. Le premier projet était aussi basé sur une histoire vraie. Mais disons qu'après, je me suis lancé dans un roman en ne sachant pas s'il allait arriver au bout, mais c'est encore une autre histoire, comme on dit. Et donc voilà, c'est le reportage qui est vraiment entre les deux. Donc oui, ça a influencé mon métier de journaliste. C'est plutôt le reportage qui a influencé mon métier de journaliste, où j'essaie d'être plus proche de la réalité des personnages, des protagonistes que je m'enseigne dans mon reportage quelque part. Très bien. Serge Schwadbach, je vous remercie pour cet entretien. Le temps qui nous était imparti est écoulé. Alors, je voudrais simplement dire à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de ne pas hésiter, lorsqu'ils croisent dans les librairies le premier roman de Serge Schwadbach, de s'en emparer et de le lire toutes affaires cessantes, en attendant le deuxième, qui est peut-être en cours. Tout à fait. En cours. Absolument. Également sur un projet, c'est une histoire, c'est un projet historique aussi. Un projet historique, une histoire de l'histoire. De montrer combien, en fait, je me rends compte combien l'histoire, en fait, a énormément de résonance encore aujourd'hui. Sur beaucoup d'histoires, en fait, de faits historiques résonnent encore aujourd'hui. Ici, c'est sur la colonisation, la décolonisation au Congo. Et je crois que l'actualité nous montre que ça a encore beaucoup de résonance aujourd'hui. Tout à fait. Et le fait de la traiter sous forme de roman, vous avez le sentiment déjà, dès à présent, que cela vous apprend de nouvelles choses ou une nouvelle manière de regarder cette histoire-là avec un grand H? Oui, tout à fait. Parce que on est pétri d'histoire, mais qu'on le veuille ou non. Même si on ne connaît pas l'histoire de notre passé colonial en l'occurrence, il est partout autour de nous, et les réactions qu'on a par rapport à la mort de George Floyd et le déboulonnage des statues de Léopold, etc., ce n'est que ça, c'est l'histoire qui résonne encore aujourd'hui, et je trouve que c'est important de montrer, en fait, avec enquête, combien, en fait, d'où vient, en fait, cette résonance, d'où elle vient réellement. Et je crois que les gens ne le savent pas, n'ont pas le temps d'aller voir, et c'est peut-être là l'apport qu'on peut faire en tant que romancier, effectivement. Très bien, eh bien, nous nous réjouissons déjà de découvrir le deuxième roman, mais d'emblée, je vous recommande, chers amis de la Bibliothèque des Riches-Clairs, chers amis des coups de midi de la Bibliothèque des Riches-Clairs, de lire et de découvrir l'affaire Ruspoli telle que nous la raconte Serge Schwadbach. Merci Serge Schwadbach, merci à vous.